une première question qu'on va essayer de se poser, c'est, OK, donc on parle d'organisation collective, ça s'inspire du community organizing, mais en fait, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est déjà que le community organizing? Si on regarde un petit peu l'imaginaire collectif, le community organizing, c'est beaucoup associé aux États-Unis et à la figure un peu tutélaire de Saul Alinsky, que Céline, notamment, t'en parlait tout à l'heure. Donc, Saul Alinsky, c'est un sociologue, enfin, c'était un sociologue et un criminologue qui est progressivement devenu organisateur. Et en fait, sa démarche, qu'il a aussi beaucoup théorisée à travers des textes, etc., elle a eu une influence énorme en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Et cette méthode Alinsky, elle a ensuite été retravaillée, mais aussi critiquée par les générations suivantes d'organisateurs et d'organisatrices. Si ça vous intéresse, sur le site d'Organisez-vous, on a pas mal de ressources sur le travail, la posture de Alinsky, mais aussi pourquoi est-ce qu'il faut prendre du recul là-dessus. Parce que justement, nous, à Organisez-vous, certes, on s'intéresse à ces différentes approches anglo-saxonnes, mais on n'a pas envie de faire du catéchisme de Alinsky. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de confronter ces méthodes avec les formes compris qu'a pu prendre le community organizing en France. Et ça implique d'aller faire un travail, d'aller redécouvrir des récits de lutte passés, présents, sous cet angle-là. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de traduire community organizing par organisation collective. Et du coup, je vous propose de commencer par un peu plus explorer quels seraient les imaginaires entre community organizing et organisation collective. Alors, je remets mon PowerPoint. Hop. OK. Alors, si on commence par regarder un petit peu plus aux États-Unis, les traditions de community organizing, elles s'ancrent en grande partie dans le mouvement pour les droits civiques et politiques. Donc là, en bas à gauche, vous pouvez voir une photo de Rosa Parks, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est une photo qui date de 1955. Et Rosa Parks, elle est souvent présentée comme étant une Madame Tout-le-Monde qui se serait assise dans un bus, comme ça. Alors qu'en réalité, quand on va un peu plus creuser cette histoire-là, on se rend compte que Rosa Parks était organisatrice et qu'elle faisait partie d'un groupe qui était très organisé pour justement lutter contre la ségrégation raciale. Et aujourd'hui, le mouvement Black Lives Matter, qui lutte contre le racisme systémique, a été beaucoup influencé par les luttes pour les droits civiques et politiques. Et ce mouvement, Black Lives Matter, c'est pas juste un espèce de mouvement comme ça hyper spontané. Non, pareil, c'est le résultat de beaucoup d'organisations. Ensuite, une deuxième tradition de community organizing aux États-Unis, ça va être les traditions d'organisation des syndicats. Donc, par exemple, là, en haut à droite, vous voyez une photo avec notamment César Chavez qui a mené un travail de community organizing impressionnant avec les travailleuses agricoles en Californie pour l'amélioration de leurs droits dans les années 60-70. Et aujourd'hui, les petits-enfants de cette tradition-là, ça pourrait par exemple être le mouvement Fight for 15 qui se bat depuis 2012 aux États-Unis pour l'augmentation du salaire minimum. Et c'est un mouvement qui est quand même assez impressionnant parce que ils ont obtenu à Los Angeles en à peu près 1 an que le SMIC double, passant de 7 à 14 $. Et donc, pareil, c'est des efforts d'organisation très impressionnants. On a d'ailleurs un entretien qui raconte un petit peu cette histoire. Si ça vous intéresse, on vous le partagera ensuite. Mais nous, au sein de l'association, on préfère parler d'organisation collective. Et quand on va un petit peu fouiller, on se rend bien compte que des traditions d'organisation impressionnantes, il y en a partout, y compris en France. Donc là, je vais vous donner un peu des petits exemples, enfin des grands exemples plutôt. Peut-être un des exemples les plus anciens, pareil, c'est les traditions d'organisation syndicale. Ces syndicats en France, ils sont nés pour la plupart dans la clandestinité au cours du 19e et ils ont réussi à progressivement monter en puissance en recrutant, en formant, en mobilisant, en organisant des campagnes, des actions. Et résultat, à l'époque, quand les syndicats lançaient des grèves, le nombre de grévistes et la durée des grèves étaient assez impressionnantes. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait d'orgas.
avec les assemblées générales, etc., etc. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé et les syndicats sont quand même moins puissants qu'à l'époque. Un autre exemple qu'on trouve très inspirant, c'est celui des suffragettes françaises. Elles ont été très actives entre 1840 et 1944. Elles ont mené des campagnes impressionnantes, des actions de haute voltige, et pourtant, elles sont encore bien trop absentes. On parle beaucoup des suffragettes anglaises, peu du mouvement qu'il y a eu en France. Pire, on nous fait croire que le droit de vote des femmes a été offert en récompense à leurs efforts de guerre. On oublie tous les efforts d'organisation de ces femmes derrière. Voilà. Un autre exemple inspirant, c'est le mouvement des Gilets Noirs. Enfin, c'est un collectif qui a été créé en 2018 en Île-de-France et qui se bat pour le droit des personnes immigrées sans papier. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, ils et elles étaient 700 à occuper le Panthéon pour exiger un rendez-vous avec le Premier ministre de l'époque. Et en fait, ça, c'était déjà leur 6e action. Et donc, en fait, cette action qui a quand même été pas mal médiatisée, en fait, c'est que la pointe de l'iceberg. Et derrière, pareil, il y a des efforts d'organisation, de structuration, notamment des foyers qui sont hyper importantes, des activités de campagne et de plaidoyer. Et c'est un travail qui est fait par les premiers et les premières concernées. Enfin, un autre collectif qu'on trouve inspirant, c'est École pour tous. C'est un collectif qui a été créé par des enfants des communautés roms, par des mineurs isolés, en bref, des jeunes qui sont à la porte de beaucoup d'institutions, et notamment des écoles. Il y a aussi des jeunes qui vivent en squat, etc. Et le collectif, il se bat pour le droit basique à l'instruction. Et ils ont des efforts d'organisation qui sont assez impressionnants parce que non seulement ils ont réussi à faire passer un décret d'application qui oblige les écoles récalcitrantes à accepter la scolarisation de tous les enfants, mais en plus, maintenant, ils se battent pour que ce décret soit respecté et ils poursuivent en justice les écoles qui le refusent. Donc voilà, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'en France aussi, il se passe quand même beaucoup de choses. Du coup, maintenant qu'on a un petit peu posé ces deux imaginaires, on va essayer d'aller comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est quoi l'organisation collective? Je précise que la définition sur laquelle on travaille, c'est la définition en ce moment, notamment de l'association, qui s'inspire de plein d'autres travaux, réflexions, etc. Mais du coup, ça veut dire que peut-être que d'ici quelques années, elle aura évolué. Voilà, c'est juste pour contextualiser. Et avant de vous donner une définition de but en blanc, on va aller voir 4 principes structurants de l'organisation collective. Et à chaque fois, ça va nous permettre d'aller voir des exemples concrets et aussi de le distinguer d'autres formes d'action sociale. Voilà, pour voir un petit peu quelle est la complémentarité que tout ça peut avoir. Alors, un premier principe, c'est ne jamais faire pour autrui ce qu'autrui peut faire par elle-même ou par lui-même. À première vue, cette phrase, elle peut peut-être un petit peu étonner. On pourrait se dire, d'accord, mais et la solidarité là-dedans, et l'entraide. Et en fait, c'est qu'on peut faire une distinction entre première concernée et alliée, ou une distinction entre faire pour et faire avec. Et cette réflexion, elle part du constat que souvent, solidarité est comprise par faire à la place d'eux. Par exemple, il y a un groupe de personnes migrantes sans papier qui vont s'installer pas loin de là où j'habite. Et moi, dehors, et moi, je vais aller les soutenir en leur apportant des denrées alimentaires. Je vais leur proposer de l'accompagnement juridique, etc. Quand ces personnes, elles sont dans une situation de vulnérabilité forte, qu'elles ont un besoin urgent d'assistance, évidemment que ça fait sens. Évidemment que la solidarité est centrale. La question, c'est à quel moment est-ce que je passe d'une posture de faire à la place de à faire avec, et donc d'encourager, de soutenir la dignité de ces personnes. Quand est-ce que je considère que ces personnes, finalement, peut-être qu'elles n'ont pas besoin que ce soit moi qui parle à leur place, qui prennent des décisions qui les concernent, de discuter de revendications à leur place. Parce que faire à la place de, c'est finalement une posture qui est assez sensible, notamment dans la classe moyenne blanche en France.
qui est aussi issue d'une tradition coloniale. Et la question, c'est vraiment, mais en fait, qui on est pour juger qu'une personne, elle n'est pas capable de faire les choses par elle-même. Et c'est sûr qu'on ne pense pas faire mal. C'est pas, on n'est pas, enfin oui, on ne pense pas faire mal, mais c'est quand même une posture caritative descendante qui est problématique et qui va aussi nier la dignité de ces personnes-là et aussi leur lutte. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on passe des actions caritatives à soutenir les luttes des personnes directement concernées. Et donc, dans le fond, l'organisation collective, c'est la reconnaissance de la dignité et du travail des personnes concernées directement par des injustices et des discriminations, et donc la défense de l'auto-organisation de ces personnes. Alors, quelqu'un qui en parle pas mal, c'est justement Solalinski, qui écrit « La première chose que nous avons à faire quand nous pénétrons dans un quartier, c'est de briser les justifications de l'inertie. Nous disons aux gens, regardez, vous n'êtes pas obligés de supporter toute cette merde. Il y a quelque chose de concret que vous pouvez y faire. Mais pour accomplir quoi que ce soit, vous devez avoir du pouvoir. Et vous ne l'aurez qu'en vous organisant. Aujourd'hui, le pouvoir provient de deux choses, l'argent et les gens. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez des gens. Et voilà ce que vous pouvez en faire. » Du coup, pour donner un petit exemple un peu concret, je ne sais pas si vous connaissez ATD Quart Monde et notamment l'histoire de ce mouvement. Nous, on la trouve assez intéressante. Donc là, je vous invite à faire un petit retour dans le temps. On est en 1956 et le prêtre français Joseph Wresinski devient alors aumônier du bidonville de Noisy-le-Grand. Dans ce bidonville vivent environ 250 familles dans une situation de précarité et d'isolement extrême. Cet endroit à la base, c'est une cité d'urgence construite par les communautés d'Emmaüs qui était censée être temporaire et qui est devenue un bidonville. Wresinski, il a lui-même vécu une grande précarité et en fait, il est très étonné de voir qu'il y a une vingtaine d'organisations caritatives qui agissent dans ce bidonville. Il se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait 20 associations caritatives et qu'en fait, il y ait toujours cette précarité si forte? Du coup, il va voir les habitants et il leur demande, et les habitantes lui répondent, en fait, les associations, elles trouvent ça trop politique d'aller négocier avec la mairie. Ou alors, ça ne fait pas partie de leur mission. Or, comme il l'explique, ce n'est pas de nourriture ou de vêtements que ces gens ont besoin, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres. Et donc, finalement, avec un collectif d'habitants, ils vont mettre de côté les associations caritatives. Le collectif va grandir, ils vont aller négocier avec la mairie, faire d'autres choses et obtenir des victoires, notamment en termes de relogement. Et c'est un peu comme ça que va naître l'association ATD, qui a d'ailleurs un vocabulaire assez particulier et qui nous intéresse, parce qu'ils et elles font une distinction entre militantes et alliées. Et en fait, chez ATD, les militants, ce sont les personnes directement concernées par la précarité, tandis que les alliés du mouvement, ce sont des personnes qui sont peut-être issues de classes moyennes et qui ont envie d'aider. Et par exemple, ATD organise des universités populaires qui visent à ce que les personnes se rencontrent et échangent autour d'une thématique précise. Et ce qui est intéressant dans ce format, c'est que les personnes qui vont partager leur expérience, leur analyse, leur compréhension du sujet, c'est d'abord les personnes concernées par la précarité. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'une intervenante extérieure, par exemple, qui vient du monde de l'université, va intervenir. Et donc, en fait, c'est un croisement des savoirs dans lequel est mis en avant l'expertise des personnes militantes. Voilà l'histoire d'ATD. Ensuite, un deuxième principe, c'est sans pouvoir, point de justice. Donc, encore une fois, ça peut peut-être paraître étrange parce qu'on peut se dire, en fait, si on s'organise, c'est parce qu'on remet en question le pouvoir, on ne veut pas reproduire le pouvoir qu'on cherche à détruire. Mais là, je vous invite à voir que le pouvoir a plusieurs facettes, a plusieurs manières de s'exprimer, a plusieurs réalités. Et on peut au moins distinguer deux formes de pouvoir. Le pouvoir sûr,
qui va être le pouvoir du président, de la directrice. C'est un pouvoir qui est descendant, qui est hiérarchique, qui est coercitif. En général, c'est le pouvoir que l'on apprend, que l'on connaît et éventuellement contre lequel on lutte. Mais il y a aussi un autre pouvoir qui serait le pouvoir avec. À Organisez-vous, on l'appelle le pouvoir relationnel. C'est un pouvoir qui ne repose pas sur une seule personne qui s'est hissée sur les autres en les écrasant, mais sur une communauté qui a réussi à tisser des relations suffisamment fortes pour créer un pouvoir collectif. Et c'est vraiment ce pouvoir-là qu'on cherche à développer. Parce que si on n'a pas assez de pouvoir collectif ensemble, on ne peut pas mener nos combats. Et si on n'a pas ce pouvoir relationnel, on n'obtiendra pas justice. Alors, quelqu'un qui en parle, c'est un vieux philosophe qui s'appelle Blaise Pascal, qui écrit « Il est juste que ce qui est juste soit suivi ». C'est vrai que quand on place les choses d'un point de vue moral, on pense être dans le droit chemin. Moi, par exemple, je suis persuadée que, par exemple, le nucléaire ne va pas nous sauver. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Or non, car il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un intérêt à ce que les choses ne bougent pas. Et ces personnes, elles ont créé du pouvoir pour ça. Donc, si on n'a pas des contre-pouvoirs collectifs qui sont forts, on a beau avoir tous les idéaux qu'on veut, on restera face à un mur. Et construire ce pouvoir collectif, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Un autre récit de lutte qu'on trouve inspirant, c'est celui de l'Association des paralysés de France. Petite parenthèse, on a des personnes actives dans des luttes antivalidistes qui ont participé à ces ateliers en ligne et qui nous ont expliqué que cette association, ce n'était pas forcément un modèle à prendre sur tous les sujets de lutte contre le validisme et de psychophobie. Et donc, on tient à le préciser. Néanmoins, on trouvait intéressant de le garder pour illustrer les choses d'un point de vue d'organisation collective. Voilà, fin de la parenthèse. Donc là, on est en 1925. André Tranois, dont vous avez la photo en haut à droite, il a alors 18 ans et il attrape la polio. Il devient paralysé jusqu'au cou. Il est dans un monde dans lequel rien n'est fait pour les personnes comme lui, rien n'est accessible. Bon, il a un peu de chance, lui, il vient d'un milieu quand même un peu privilégié, donc il arrive à accéder à des lieux de soins, il rencontre d'autres personnes qui sont dans ces situations, et en 1933, il monte une association. Ils vont créer un journal, et ils sont dans une stratégie de service, c'est-à-dire on s'organise pour faire en sorte de créer des établissements et des services de soins, des centres de rééducation fonctionnelle, des centres d'apprentissage, etc. L'association, elle essaye de faire du plaidoyer, pour que les élus passent des lois en faveur de l'accessibilité. Le petit souci, c'est que en fait, les politiciens les font venir à la tribune, mais les utilisent comme des pions. Ils ont des discours de compassion, de pitié, mais derrière, il n'y a rien de concret. Face à ces difficultés, dans les années 60, il y a un peu un changement de stratégie. Et les groupes vont décider de plus axé vers une montée en puissance, une certaine structuration et de travailler sur le développement de partenariats, d'organiser des actions directes. L'enjeu, c'est sortir de la charité, sortir de l'assistance et être reconnu comme des sujets politiques à part entière. Et par exemple, en 1962, on est en pleine guerre d'Algérie et il y a la première manifestation des personnes paralysées qui a lieu. C'est à Paris, il y a 2500 personnes paralysées qui viennent pour manifester. Et donc ça veut dire que l'association, elle a réussi à mobiliser suffisamment de ressources, suffisamment d'organisation pour réussir à faire ça. Et puis, en fait, il y a des résultats concrets qui vont arriver derrière. Des projets de loi, on va les inviter à donner vraiment leurs avis, et là, on va vraiment écouter leurs propositions. Donc les choses, elles commencent vraiment à bouger. Et petit à petit, ce mouvement, il se fédère avec d'autres associations, d'autres mouvements. Par exemple, en janvier 2018, il y a le mouvement, la campagne Ni pauvre ni soumis qui se met en place, qui revendique un revenu d'existence pour les personnes handicapées, etc., etc. Donc voilà, l'association des paralysés de France. Troisième principe, s'organiser, c'est se structurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
probablement, de vous rendre à une réunion d'une association, peut-être d'un syndicat, peut-être d'un collectif qui prône l'horizontalité. Et vous ressortez et vous n'avez pas vraiment compris qui fait quoi, c'est quoi les prochaines étapes. Peut-être qu'il y avait juste 3 personnes sur 15 qui ont pris la parole. Peut-être qu'il y avait des propositions, mais en fait, elles n'ont pas été entendues parce que bah non, on n'a pas le temps ou c'est pas important, etc. Bon, moi, j'ai vécu cette situation à plusieurs reprises. Et quand je proposais de clarifier les rôles, peut-être d'utiliser quelques techniques de facilitation, ben souvent, on allait me renvoyer non, ça va nous empêcher d'être spontanés ou on ne veut pas de chef ici. En bref, on ne veut pas des processus qui risqueraient de figer le groupe dans des positions hiérarchiques. Et donc, être horizontal, dans ce sens-là, ça voulait dire on ne veut pas se structurer. Et c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que si on ne se structure pas, si on ne s'organise pas, eh ben, on prend le risque de reproduire à son tour des comportements autoritaires. Et quelqu'un qui en parle très bien, c'est une féministe états-unienne qui s'appelle Jo Freeman. Et Jo Freeman, elle appelle ça la tyrannie de l'absence de structure. Donc, c'est une organisatrice féministe états-unienne qui a été hyper active dans les mouvements féministes, notamment dans les années 70. Et elle observe que ces mouvements ont un vrai refus de se structurer. Pourquoi ? Parce qu'elles ont envie de se démarquer d'une culture d'organisation qui est jugée autoritaire, qui est jugée virile, qui tourne trop autour d'un homme qui sera une espèce de leader charismatique, etc. Bref, on n'a pas envie de reproduire des structures jugées oppressives. Mais en même temps, Jo Freeman, elle remarque que dans ces mêmes groupes, en fait, il y a des querelles d'ego, en fait, il y a des querelles de pouvoir, et du coup, le désir d'écoute et de consensus, il n'existe pas. Et donc, en 1970, elle écrit ce texte qui s'appelle, qui a été traduit La tyrannie de l'absence de structure, où elle pointe du doigt ces mécanismes-là et elle dit, mais en fait, il y a toujours des structures informelles. Il y a toujours des prises de pouvoir et des inégalités qui sont d'autant plus dures à remettre en question qu'elles sont officiellement inexistantes. En clair, ces structures invisibles, elles dissimulent des mécanismes de domination et qui profitent de ça. Et dans son cas, c'était un peu toujours les mêmes, à savoir les femmes blanches de classe moyenne, etc. etc. Du coup, pour illustrer ça, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grève des foyers Sonacotra. En gros, c'est une grève qui a duré dans les années 70-80. Ces foyers Sonacotra, ils ont été créés en 1956, donc en pleine guerre d'Algérie, pour répondre à l'appel fait par la France à de la main-d'œuvre étrangère. Bon, ces foyers, ils ont aussi été construits pour s'assurer que ces travailleuses ne se mélangeraient pas trop avec les autres sur un bon fond de xénophobie. Dans les années 70, il y a 275 foyers qui hébergent environ 73 000 personnes. Problème, les foyers sont insalubres, ils sont minuscules, les loyers sont extrêmement chers et continuent d'augmenter chaque année. Et donc, à partir de 1975, il y a plusieurs foyers qui commencent à se mettre en grève et qui vont réussir à mobiliser jusqu'à 30 000 grévistes. La lutte, elle dure 5 ans, jusqu'à l'obtention d'une victoire partielle, grâce à des efforts de structuration qui sont hyper impressionnants. Il y a des assemblées générales qui sont organisées avec des élections de représentants et de représentantes. Il y a plein de commissions qui sont créées entre la commission qui gère le bulletin d'information pour s'assurer que toute l'information est diffusée au maximum de personnes, entre la commission anti-répression qui apporte du soutien juridique aux personnes qui ont des problèmes juridiques, parce qu'à l'époque, on est dans un contexte il y avait aussi un contexte de forte répression avec beaucoup d'arrestations, des expulsions du territoire français, etc. etc. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette histoire-là, il y a beaucoup d'archives sur le site de l'INA. Voilà, je vous invite à aller voir. Donc la grève des foyers de Sonacotra. Dernier principe, peut-être le plus compliqué, l'humain d'abord, le programme ensuite.
C'est un principe qui est très fort, qui peut paraître assez simple, mais on a l'impression que tout est fait pour qu'on ne puisse pas le respecter. Donc, cette phrase, en fait, c'est une adaptation d'une phrase qui vient du community organizing dans le monde anglo-saxon, qui dit people before program, donc les gens avant le programme. Et normalement, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que généralement, d'abord, on monte un programme et ensuite, on va chercher des gens qui vont adhérer à ce programme-là. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe si on prend la posture inverse? Si d'abord, on va prendre le temps de créer des relations avec des gens, mais des relations qui soient basées sur la confiance, sur la solidarité. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on est rassemblés autour de valeurs communes et on pourra réfléchir à un programme. Bon, vous en doutez, pardon, c'est difficile, ça prend du temps. La confiance, ça se fait vraiment pas en un claquement de doigts. Moi, là, si je vais voir quelqu'un pour lui dire bonjour, est-ce que tu voudrais qu'on prenne le temps de faire connaissance? La personne va sûrement être dans une posture de méfiance, penser que peut-être que je cherche à la manipuler, à lui vendre quelque chose, etc. Et pourtant, c'est vraiment central de prendre le temps, reprendre le temps de créer des relations authentiques avec les gens, parce que c'est là-dessus que va se baser le pouvoir collectif. Un pouvoir collectif qui soit basé sur la durée. Quelqu'un qui en parle beaucoup, c'est un organisateur états-unien qui s'appelle Ed Chamber, qui est c'est un des grands successeurs de Saul Alinsky. Et alors lui, il écrit dans un monde où la culture dominante considère que les téléphones portables, les pagers, les fax et les salles de chat en ligne ont rendu obsolète la communication en face à face, les organisatrices et les leaders comprennent que les conversations en face à face nous touchent en profondeur d'une manière unique et irremplaçable. Et là, je pense qu'on a toutes et tous en tête une conversation qui nous a marqué, une conversation qui a fait sens, où on est sorti en se disant ouais, mais c'était vraiment hyper intéressant, je ressors inspirée, je ressens plus forte de cette discussion. C'est exactement ça ce qu'on recherche en fait. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir ensuite créer des liens de solidarité qui vont durer. Parce que si on essaye juste de rassembler des gens autour d'un projet, mais que c'est fait de manière superficielle ou pire, que c'est fait à base de manipulation, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à prendre le temps de se rencontrer, de se connaître, de créer de la confiance petit à petit et du pouvoir relationnel. Du coup, un dernier exemple pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous connaissez les brigades volantes du Vercors. Donc là, on se plonge dans le contexte de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Après 1940, Pétain a recours à un vieux mythe. Si la France a perdu, ce serait parce que les élites sont corrompues. Et donc, il faut créer des élites pétainistes. Donc pour faire ça, il va créer l'école d'Uriage, qui vise à former cette élite. Il va recruter des militaires, notamment quelqu'un qui s'appelle Dunoyer de Ségonzac. Mais il fait un peu une erreur de casting, parce que notamment, cette personne-là, elle n'est pas vraiment alignée sur les valeurs de Pétain. Et Dunoyer va à son tour recruter des professeurs, notamment quelqu'un qui s'appelle Joffre Dumazedier, qui est connu dans le monde de l'éducation populaire, car c'est un des personnes fondatrices de l'entraînement mental, notamment. Et donc, en 1924, l'école d'Uriage prône le devoir de désobéissance. Ses membres partent dans la résistance et la clandestinité. Et pendant la guerre, le général en charge de l'organisation des maquis de résistance va contacter cette équipe et va leur proposer de venir faire de l'éducation populaire en fait, aux maquisards et aux maquisardes. Et c'est comme ça que se montent les brigades volantes d'éducation populaire. Et l'idée de ces brigades, c'était de s'assurer qu'il existe des espaces pour réfléchir à c'est quoi la France libre, c'est quoi leurs valeurs, pourquoi est-ce qu'ils et elles se battent, etc. Et donc nous, ça nous rappelle le principe de l'humain avant le programme, parce que en fait, c'était une situation d'urgence, c'était de la guerre, il n'y avait pas assez de nourriture, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas assez de munitions, etc. Et en fait, ces personnes, elles parvenaient quand même à trouver le temps de développer l'interconnaissance, développer l'esprit critique, parce qu'il et elle jugeaient que c'était fondamental.
Donc voilà, moi des fois quand je me dis que ah mais non, j'ai pas le temps pour créer ces liens-là, ben, voilà, on peut repenser à ces gens et dire ok, s'ils ont réussi à le faire, peut-être qu'on y arrivera aussi. Euh, ok, du coup, là on commence à voir que l'organisation collective, elle se distingue de plusieurs choses. Attention, quand je dis distinguer, ça ne veut pas dire que je fais une hiérarchie et que ça veut dire que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est plutôt que ça va venir complémenter d'autres formes d'action sociale. Alors, l'organisation collective, elle se distingue du service. Le service, c'est le fait d'apporter un soutien à celles et ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, opprimés. Euh, et l'idée, c'est je ne vais pas faire pour autrui ce qu'autrui peut faire par elle-même. Donc voilà, le versant de l'organisation collective. Ensuite, ce n'est pas vraiment de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est le fait d'éveiller la conscience de la société pour que les personnes elles soient plus réceptives, attentives, empathiques à l'égard d'une situation. C'est hyper important, la sensibilisation. Mais seul, ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas créer du pouvoir collectif tout seul. Or, sans pouvoir, pas de justice. Ensuite, l'organisation collective, ce n'est pas exactement de l'activisme. Quand on dit activisme, on parle d'actes de dénonciation qui sont en général publics, assez spectaculaires pour défendre une cause déterminée. Encore une fois, c'est hyper important de faire ça, mais si on n'a pas de force politique derrière, on a beau faire des actions qui ont un grand impact médiatique, les choses, elles ne vont pas changer d'elles-mêmes. Et donc, la question, c'est est-ce que à côté de l'activisme, on arrive à créer des liens de solidarité, d'organisation ancrés dans la durée? Et l'organisation collective, elle passe par la structuration. Enfin, l'organisation collective, ce n'est pas vraiment de la mobilisation. Quand on dit mobilisation, on a en tête le fait de faire des rassemblements ponctuels d'individus sous la forme de manifestations, d'occupation d'un lieu, etc. Ces moments-là, ils sont hyper importants dans les luttes. Mais qu'est-ce qui se passe après une manifestation, quand les personnes elles repartent chez elles? Comment est-ce qu'on continue à tirer ce fil-là? Et c'est là qu'il y a l'idée de l'humain d'abord, le programme ensuite. Comment est-ce qu'on tisse ce pouvoir collectif, cette solidarité? Et du coup, la définition qu'on vous propose pour l'organisation collective, c'est qu'il s'agit d'une méthodologie qui donne aux personnes les outils nécessaires pour construire un pouvoir durable et responsable pour qu'elles et ils puissent lutter ensemble pour la justice et pour le bien commun. Et là, l'idée d'un pouvoir durable et responsable, c'est vraiment fondamental. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis dans un collectif qui lutte contre l'entreprise Amazon. Et demain, j'obtiens une promesse de la part de cette entreprise. Ok, super. Mais derrière, il faut qu'on ait suffisamment de pouvoir pour qu'Amazon, elle tienne sa promesse. Parce que sinon, des promesses en l'air, on en a tout le temps. C'est la spécialité des politiciens et des politiciennes. Euh, et ce pouvoir, on veut qu'il dure parce que c'est épuisant ce qu'on fait. On est dans des luttes qui demandent de penser le temps long. Et donc, on n'a pas envie de s'épuiser à la tâche. Et c'est là vraiment que cette idée de solidarité, elle est centrale. Solidarité, organisation, transmission, transparence. C'est vraiment, on veut que ça tienne dans le temps, quoi, que ce soit durable. Euh, voilà, je m'arrête là. Euh, du coup, bon, voilà, j'imagine que ça fait pas mal de choses et d'informations. On peut prendre une respiration un peu ensemble. Et là, je vais arrêter mon monologue et je vais vous proposer un temps d'échange. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce qui a été dit, si vous avez des partages d'expériences à faire, des questions peut-être à poser, des demandes de précision, l'espace est ouvert. Et n'hésitez pas à passer par l'écrit ou par l'oral. Voilà, c'est vous qui décidez. Voilà, je laisse la parole.
Je vais y aller. Moi, j'ai pas spécialement une question, mais déjà, merci beaucoup parce que c'est toujours très éclairant et je trouve très, très, très pédagogique et super agréable même dans le ton, de prendre ce recul. Et c'est vrai que moi, j'avoue que de par la génération dans laquelle je suis née, j'ai un peu été dans cette idée que les syndicats, c'est quelque chose d'assez désuet, etc. Et c'est vrai que là, pendant que tu expliquais, je pensais notamment à ce qui est en train de se passer aux États-Unis chez Amazon, avec une personne qui a été licenciée en 2020, qui, pour avoir cherché à organiser une union, enfin un syndicat là-bas, et qui, là, ils sont en train de faire énorme bruit et ils vont très probablement avoir une série de victoires. Et ils travaillent donc dans l'ombre depuis 2 ans. Si jamais, moi j'y connais très peu, j'ai commencé un petit peu à m'informer sur ce mouvement qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment ce geste d'aller prendre des façons qu'on nous a enseignées comme étant celles du passé, mais de façon actuelle. Si jamais quelqu'un a plus d'infos sur ça, je serais assez intéressée. Voilà. Merci Alix pour ce partage. Euh, Tac. Alors, il y a Tammy qui nous écrit, merci beaucoup. Pouvez-vous élaborer des problèmes liés à ne pas avoir une structure? Hmm. Je pense que les problèmes, ils sont à plein de niveaux. Et à la question de qu'est-ce qu'on entend par structure. On peut être hyper structuré, et ça peut beaucoup effrayer les gens, mais on peut aussi avoir une structure un peu à minima. Enfin, en fait, on peut vraiment s'adapter aussi aux besoins des personnes. Euh, et le problème en fait, ce que dit Joe Freeman notamment, c'est que ça n'existe pas de groupe qui n'a pas de structure. Une structure, elle peut ne pas avoir une structure formelle, mais il y a toujours une structure. C'est juste qu'elle n'est pas visible. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je pense à un groupe avec lequel je fais des choses. Ce groupe-là a très, très, très peu de structure, euh, ce qui est à la fois très chouette parce que ça laisse aux personnes la possibilité d'être très spontanées, etc. Mais ça pose aussi problème. Parce que du coup, c'est toujours les mêmes personnes en fait qui vont prendre l'initiative de faire des choses. C'est toujours les mêmes personnes qui vont finalement prendre les décisions hors des réunions. C'est toujours les mêmes personnes qui vont prendre le lead sur les choses en fait. Et donc pour ces personnes-là, c'est hyper confortable cette position. Mais pour toutes les personnes qui peut-être aimeraient bien être plus force d'initiative, qui ont peut-être des choses aussi intéressantes à raconter, c'est très difficile parce que on est dans un groupe spontané et donc finalement, si les personnes ne s'expriment pas, c'est qu'elles n'ont rien à dire, vu qu'elles ne s'expriment pas. Et donc ça, en fait, ça masque plein de mécanismes de domination qu'il y a derrière. Des mécanismes de sexisme, de racisme, de classisme et plein d'autres. Et donc la question, c'est vraiment, OK, est-ce qu'à un moment, on se pose et on fait une analyse vraiment de comment on fonctionne, qui prend de la place, qui en prend pas, pourquoi est-ce que les gens n'en prennent pas, est-ce que c'est juste parce qu'ils n'ont rien à dire ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Et à partir de là, est-ce qu'on peut mettre en place des petits systèmes qui permettent au maximum de personnes de participer en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent apporter des éléments de réponse sur pourquoi est-ce que ça peut être problématique de ne pas avoir de structure. Ou faire un partage d'expérience. Moi, je veux bien partager ce que je constate. Là, ça fait 1 an que je vis en Normandie et que j'intègre des assos locales des collectifs citoyens, dont 2 qui ont un peu le même mode de fonctionnement, qui se disent mode de fonctionnement horizontal avec une collégiale et des commissions. J'ai beau aller aux réunions, je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. Et j'ai l'impression qu'au final, je ne sais pas qui prend les décisions, en fait. J'arrive pas à comprendre qui fait quoi, qui prend des décisions et comment ça fonctionne. Et en tant que nouvelle arrivante, je trouve ça difficile de s'insérer dans ces assos.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que pour les personnes qui sont depuis longtemps dans ce groupe-là, bah, en fait, les choses, elles vont de soi, elles ont toujours fonctionné comme ça. Mais du coup, en tant que personne qui arrive dans le groupe, c'est hyper déstabilisant parce que du coup, on ne sait pas forcément où trouver sa place, euh, où se trouve, enfin, qui est responsable de quoi, comment, etc. Ouais. Si ça vous intéresse, organisez-vous un dossier sur la thématique lutter sans se cramer, où on parle un peu plus de ces enjeux, si vous avez envie d'approfondir. Alors ensuite, Nathalie nous dit au sujet du pouvoir sur et avec, voir le pouvoir du dedans de la féministe Starhawk. Ouais, complètement. Du coup, effectivement, Starhawk fait aussi cette distinction. Nous, on aime beaucoup Starhawk aussi, organisez-vous. Et d'ailleurs, on a traduit un extrait où elle, de son livre Manuel d'organisation collective sur la question des réunions, si ça vous intéresse. C'est hyper long, ça fait 60 pages, mais il y a plein de pépites. Et surtout, elle fait toujours un va-et-vient entre des récits, une analyse des dynamiques, etc., et des outils hyper pratiques. Voilà, je pourrais vous le trouver après. Alors, Alix, du coup, comment on applique cette organisation collective concrètement au sein de nos structures? C'est pas facile de répondre de manière abstraite à cette question-là. Mais en gros, la question, c'est vraiment quel soin est donné, quelle importance, quel soin est donné au fait de construire un pouvoir collectif dans votre groupe. Et déjà, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Parce que, par exemple, tout groupe n'a pas forcément envie de s'agrandir. Peut-être que vous êtes 5 et en fait, vous fonctionnez hyper bien à 5 et c'est chouette. Du coup, c'est déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Mais si c'est le cas, ben, comment est-ce qu'on fait pour créer les structures nécessaires, les espaces nécessaires pour que chacun et chacune puisse ait la place à la fois de proposer des choses, de prendre des initiatives, de monter en responsabilité, d'être reconnu dans le travail qu'il et elle va faire, par exemple. Et pour que petit à petit, les personnes, bah, peut-être qu'elles vont prendre confiance et ça va nourrir la dynamique collective et ça va porter tout le groupe, en fait. Donc, c'est à la fois un mouvement des personnes qui sont déjà impliquées. Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de ce mouvement-là? Mais c'est aussi quel est le mouvement qu'on a vers l'extérieur et vers l'accueil de nouvelles personnes. Parce que voilà, si vous avez envie de grossir, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, c'est exactement ce que disait Laurence. Est-ce qu'on a des choses qui sont mises en place de manière formelle, de manière informelle, pour que les personnes qui nous rejoignent, en fait, elles puissent, elles aussi, s'investir à la hauteur de ce qu'elles auraient envie. Et souvent, l'accueil des nouveaux et des nouvelles personnes, enfin, quand même assez souvent, c'est un truc qui peut un peu passer à la trappe, parce qu'on n'a forcément jamais le temps, etc. Et donc, c'est plutôt aux gens de s'adapter au groupe, et puis ensuite, on verra, quoi. Et c'est vrai que nous, organisation collective, c'est plus axé sur le fait de mener des luttes. Donc, petit à petit, de développer des revendications politiques, d'aller mener peut-être des batailles pour obtenir ces revendications. Et donc là, pareil, c'est à la fois des efforts de structuration et comment est-ce qu'on fait pour que toute la communauté, elle travaille sur ces revendications, elle les décide, elle les dessine ensemble et pour que le combat soit porté par tout le monde, en fait. Je ne sais pas, je prends un exemple. Il y a quelque temps, on avait accompagné, on a accompagné pendant un moment l'association LALAB. Cette association, elle avait envie de partir sur des... Donc, pardon, l'association LALAB est une association qui défend les droits des femmes musulmanes en France. C'est une association qui a été montée par des personnes concernées. Qui était jusqu'à présent plutôt une association qui défendait qui cherchait à construire un espace de sororité pour ces femmes-là, et qui maintenant avait plutôt envie d'aller sur des combats plus politiques. Et donc, elles auraient pu juste embaucher quelqu'un qui aurait été chargé de campagne et qui aurait fait ce travail-là. Mais elles se sont dit, non, en fait, on a envie que ce soit un projet collectif. On a envie que toute la communauté de la Lab, elle prenne en charge ces questions-là et que les revendications, ce ne soit pas juste 3 personnes dans le bureau de l'association qui les décident, mais que ce soit toute la communauté, en fait, qui aille et que ce soit vraiment porté. Et donc ça, c'est un travail qui est hyper lent, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, aussi sur les questions de positionnement politique, etc. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on va former des personnes qui auront
la charge mentale de l'organisation collective, qui seront organisateurs et organisatrices et qui vont aller chercher ces personnes-là pour petit à petit monter des revendications, peut-être monter des campagnes, etc. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas trop le cas. Et du coup, peut-être un dernier truc, un truc hyper concret dont j'ai un petit peu parlé dans l'organisation collective, un outil de base de l'organisation collective, c'est les conversations. Enfin, ça paraît bête, hein, c'est hyper bête. Vraiment, quand on dit ne pas réinventer l'eau chaude, là, on ne réinvente pas l'eau chaude. Mais juste le fait de se poser avec les gens et d'échanger avec eux, bah, en fait, déjà, c'est super puissant et trop souvent, on ne le fait pas. Mais vraiment, quoi, on ne le fait pas. C'est un truc qu'on fait avec nos amis, mais on ne va pas trop faire ça dans nos collectifs, on ne va pas trop faire ça dans notre travail. Et ça ne veut pas dire, allez, c'est bon, on va devenir les meilleurs amis du monde et on va aller boire des tisanes ou des bières tous les soirs. Ça ne veut pas dire, je vais raconter toute mon intimité à cette personne-là. Non, pas du tout. C'est dire, je vais te partager mon histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là? Pourquoi, pour moi, ça fait sens d'être, par exemple, je ne sais pas, à nous toutes. Et en fait, ça va créer un terrain commun avec une autre personne. Ça va faire écho à peut-être des questionnements qu'elle a eus, des expériences qu'elle a vécues. Et c'est sur ce terrain commun que va se construire petit à petit peut-être la confiance, la solidarité, etc. Voilà. Bon, j'arrête. Nathalie écrit « La responsabilité implique de mettre un ou plusieurs noms derrière des décisions. » Ouais, notamment. Manu, je te laisse la parole. Oui, je voulais réagir par rapport en fait à cette question d'intégrer les nouveaux qui en fait est directement pour moi lié aussi à la durabilité en fait du groupe parce qu'on parle de luttes qui, comme tu le disais, prennent du temps et bien souvent dans ce manque de structure formelle, il y a aussi un problème en fait dans la durabilité qui fait qu'en fait le groupe devient très opaque. Et au final, on n'a pas vraiment la possibilité de pouvoir intégrer les nouveaux et de pouvoir rentrer dans cette lutte sur la durée, quoi. Et c'est vrai que c'est une problématique importante à, à mettre en avant. Ouais, complètement. Merci Manu. Et moi, ça me fait aussi penser que, en fait, souvent, l'organisation collective, c'est le parent pauvre des luttes. Enfin, c'est jamais une priorité. Et de fait, on est tout le temps pris dans l'urgence, dans cette tyrannie qui est l'urgence. On doit toujours être dans la réaction parce qu'on a toujours des nouveaux trucs qui nous tombent sur la tête, mais que ce soit des nouvelles décisions politiques catastrophiques, que ce soit des problèmes de financement, on est tout le temps à gérer l'urgence. Et donc, on se dit, mais j'ai pas le temps, je ne peux pas prendre le temps de travailler la question de l'organisation collective. Et souvent, c'est là que ça coince. Parce que du coup, en fait, le truc pourrait faire comme ça. Sauf que ça fait ça. Il y a toute une énergie qui est là, plein de choses. Sauf que vu qu'il n'y a pas d'organisation, ça tombe. Et je ne dis pas que c'est évident. C'est vraiment compliqué de trouver cet équilibre-là. Mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on donne comme place dans nos activités, dans nos luttes, à l'organisation collective.